Bonjour à tous. Je vais parler très brièvement, je pense que vous réalisez pourquoi. D'abord, merci d'être venu pour cette quatrième et dernière conférence du professeur Daniel Lieberman. Il va nous parler d'obésité. Je crois que c'est le sujet qui l'intéresse le plus en ce moment. Il vous a parlé de ce livre, Fed Up Gary, qu'il a en préparation. Avant de lui donner la parole, je voudrais devant vous lui remettre un petit souvenir du Collège de France, puisqu'il va retourner bientôt aux États-Unis. Et la tradition veut que l'on remette aux invités de marque du Collège de France une médaille qui est à la fois un souvenir et aussi un signe de gratitude. Voilà. Donc je vous laisse l'applaudir avant. Merci. Merci. Wow. C'est très joli. OK, bon, bonjour. Et avant de commencer, je voudrais remercier encore professeur Hublin pour l'invitation à passer ce mois au Collège de France et pour donner ces conférences. C'est un honneur d'être ici et de donner ces conférences. Mais j'ai gardé le sujet le plus difficile pour cette dernière conférence, l'obésité. Et avant de commencer, je vous remercie encore de votre patience durant ces 3 derniers cours, malgré mes efforts pour massacrer votre belle langue. Je ne comprends pas les prépositions françaises, jamais. C'est en, pour, dans, c'est trop compliqué pour moi. Mais j'aimerais bien pouvoir passer une année, peut-être ou plus ici, pour perfectionner mon français et profiter pleinement de cette magnifique ville, y compris sa gastronomie. Mais merci pour tout. OK, très bien. Nous avons beaucoup de choses à faire parce que le sujet de l'obésité, c'est un grand sujet. Oui? Et pour commencer, récapitulons les 3 points importants des 3 dernières conférences. Premièrement, nous avons passé en revue les principes fondamentaux de médecine évolutionnaire. La plus importante, bien sûr, est la discordance, les conditions causées par une mauvaise adaptation aux environnements modernes. Deuxièmement, nous avons passé en revue comment et pourquoi nous avons évolué à manger presque tout, mais pas pour rester en bonne santé. Ça, c'est la conférence 2. Et troisièmement, la semaine dernière, nous avons passé en revue pourquoi et comment nous avons évolué à être très actifs physiquement, mais à éviter l'exercice, que je veux dire l'activité physique volontaire et discrétionnaire pour le bien-être et la forme physique. Pour conclure ces conférences, je vais tenter un sujet un peu fou et audacieux, mais l'un des plus grands problèmes de ce siècle, l'obésité. C'est quelque chose que tout le monde sait. Selon l'OMS, 50% des adultes en Europe sont en surpoids ou obèses, et plus alarmant encore, 26% des enfants sont en surpoids ou obèses. Et le problème s'aggrave beaucoup plus rapidement à l'échelle mondiale. Mes collègues de Harvard et de Rwanda, et je suis très heureux, il est juste là, que mon collègue de Rwanda, professeur Denis Régnier, ici aujourd'hui. Nous avons étudié cette transition au Rwanda en comparant les Rwandais qui cultivent sans l'aide de machines et les Rwandais qui vivent dans la ville capitale, Kigali. Voici nos données, pas encore publiées, mais nous avons mesuré sur un large échantillon des individus d'âge différents qui viennent des 2 environnements. Regardez que les Rwandais vivant en milieu rural, oui, en orange, n'ajoutent pas de graisse corporelle avec l'âge, oui, mais aucun d'entre eux n'est obèse. En revanche, les Rwandais vivant au milieu urbain, en bleu ici, oui, double le pourcentage de graisse corporelle avec l'âge et près de 20% d'entre eux sont considérés comme obèses.
Et je suis inquiète parce que des pays comme le Rwanda luttent déjà contre des maladies infectieuses telles que le paludisme, et l'augmentation des taux d'obésité entraînera également une augmentation des taux de nombreuses maladies non transmissables, les maladies cardiovasculaires, les cancers, la diabète, etc. Outre le fait qu'elles provoquent des maladies et des décès, ces maladies sont aussi très coûteuses. Comment le Rwanda et d'autres pays à faible revenu vont-ils faire face aux coûts médicaux et sociaux de l'obésité? Pour ces raisons et d'autres encore, nous devons parler d'obésité. Et comme j'espère que vous l'avez compris au cours des 3 dernières conférences, une perspective évolutionniste peut nous aider. Rappelez-vous la phrase « Rien en biologie n'a du sens sauf à la lumière de l'évolution ». Et bien sûr, cela inclut l'obésité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas être conçus, nous avons évolué. Par conséquent, pour comprendre comment et pourquoi les humains sont-ils ce qu'ils sont, nous devons comprendre comment et pourquoi nous avons évolué. Avant de continuer, je vais essayer de discuter ce sujet d'un point de vue purement scientifique, tout en étant conscient qu'il s'agit aussi d'un sujet personnel et que la grossophobie est un vrai problème. C'est important à dire que je m'oppose fermement à tout jugement ou discrimination fondée sur le poids. Je vais tenter d'aborder 5 questions sous un angle évolutionniste. 1. Qu'est-ce que c'est l'obésité et le surpoids? 2. Dans quelle mesure l'obésité et le surpoids sont-ils malsains? 3. Pourquoi les humains sont-ils vulnérables à l'obésité? 4. Quelles sont les causes de l'obésité aujourd'hui du point de vue évolutionniste? Et 5. La perspective évolutionniste offre-t-elle des conseils sur quoi faire? D'abord, qu'est-ce que l'obésité et le surpoids? Je pense que la question de définir l'obésité est vraiment moderne parce que c'est un concept complètement moderne. Prenons par exemple les célèbres figurines de Vénus, de Paléolithique supérieur, représentant des femmes d'apparence obèses. De nombreux paléoanthropologues se sont demandé s'il s'agissait des représentations des femmes réellement obèses. Mais une autre hypothèse est qu'elle célèbre l'importance de la grâce pour la fertilité dans un monde où la nourriture était rare et la vie difficile. Je pense que ce sont les mauvaises questions parce que je soupçonne, mais je ne peux pas le prouver, que les créateurs de ces figurines n'avaient pas de notion d'obésité du tout, c'est-à-dire d'excès de grâce corporelle. Nous ne le saurons jamais, mais si l'obésité existait au Paléolithique, elle devait être très très rare, surtout pendant les conditions difficiles de l'Europe de l'âge glaciaire. Même aujourd'hui, l'obésité est presque inexistante chez les chasseurs-cueilleurs. Dans cette population de chasseurs-cueilleurs de Tanzanie, les Hadza, mes collègues ont documenté que parmi une population de près de 300 personnes, 3 individus étaient diagnostiqués comme étant en surpoids et une seule personne âgée a été diagnostiquée comme obèse selon les normes médicales. Et remarquez que j'ai dit selon les normes médicales. Et qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, nous utilisons des définitions médicalisées basées sur l'indice de masse corporelle, IMC, quantifié comme le poids en kilogrammes divisé par la taille au carré en mètres. Selon ce schéma, quelqu'un est normal avec un IMC entre 18,5 et 25. Ils sont surpoids avec un IMC inférieur à 18,5. Ils sont en surpoids avec un IMC entre 25 et 30. Et si leur IMC est plus que 30, ils avaient techniquement obésité modérée ou obésité sévère. D'un point de vue évolutionniste ou historique, ces catégories sont totalement nouvelles.
Jusqu'à récemment, personne ne connaissait sa taille en mètres et le poids corporel était presque impossible à mesurer avant l'invention de pèse-personnes à ressort. Inventé en 1770, les pèses à ressort n'étaient pas disponibles au public jusqu'au milieu des années 1800. Moi, je me souviens de cette pèse au jardin de Luxembourg quand j'ai visité Paris quand j'étais enfant. Et je l'ai cherché la semaine dernière et ça n'existe plus dans le jardin. Non, je me rappelle. Est-ce que vous... Oui, bien sûr. Je n'ai pas inventé, oui. L'histoire de la médicalisation de l'obésité est à la fois intéressante et révélatrice. L'histoire commence avec le statisticien belge Alphonse Quetelet qui voulait savoir à quoi ressemble un homme moyen. Profitant de la nouvelle invention, la pèse à ressort, il a découvert que dans une population d'hommes belges, et ça, ce n'est pas les données de Quetelet, je l'ai cherché, mais ce n'est pas sur l'Internet. Mais le poids corporel est proportionnel à la taille au carré. Et c'est bien étudié. C'est important de dire que Quetelet ne s'intéressait pas à l'obésité, mais au début du 19e siècle, une compagnie d'assurance vie américaine, bien sûr américaine, réalisait que l'indice de Quetelet pouvait être utilisé pour économiser de l'argent en refusant d'assurer les personnes ayant des indices très élevés. C'est sûrement pour l'argent, oui. Et plus tard, en 1972, le physiologiste américain Ansel Keys, très célèbre, montra que cet indice, qu'il renomma le IMC, en anglais on dit Body Mass Index, BMI, corrélait avec la masse de graisse corporelle. Comme vous pouvez voir de ces deux graphes à droite, cet indice explique environ 50% de la variation du pourcentage de graisse corporelle chez les hommes et environ 70% chez les femmes. Et finalement, l'OMS a classé officiellement comme obèses les personnes ayant un IMC supérieur à 30. L'IMC est largement utilisé, mais il est vraiment imparfait. Un problème est que l'IMC ne distingue pas entre la graisse sous-cutanée, sur la peau, et la graisse viscérale qui est dans et autour des organes. Nous parlerons bientôt de ces deux types de graisse différents et pourquoi la graisse viscérale est beaucoup plus malsaine que la graisse sous-cutanée. Un autre problème est que l'IMC ne prend pas en compte les muscles. Quand Arnold Schwarzenegger était champion du monde, son IMC était 30, ce qui le rendait techniquement obèse, qui est ridicule parce qu'il a un pourcentage de graisse corporelle à peu près 3% quand cette photo a été prise. Et finalement, il existe des différences entre populations qui tendent à surestimer à tort l'IMC chez les individus d'origine africaine. Heureusement, il existe de meilleures mesures de la masse grasse pour évaluer la santé. Deux mesures très simples sont le rapport taille-hanche et le rapport taille-taille. Mieux encore, il existe des balances à impédance qui estiment avec précision le pourcentage de graisse corporelle. Malheureusement, la communauté médicale est tarde à les utiliser. Alors, pour le moment, laissons de côté la question de mesure de l'obésité et de surpoids et demandons-nous plutôt dans quelle mesure ils sont malsains. Parce que l'obésité est liée à un excès de graisse, commençons à nous intéresser à ce nutriment fascinant et mystérieux. Bien que notre langue ne possède pas des récepteurs gustatifs spécifiques pour la graisse, nous apprécions leur goût car elles sont essentielles à la vie. Parmi leurs nombreuses fonctions, les graisses constituent le principal moyen de stockage de l'énergie chez les animaux.
Chaque molécule de grâce, schématisée ici, est composée d'une molécule de glycérol ici, oui, ça c'est le backbone de grâce, et 3 acides grasses, oui, qui viennent de glycérol. Et ces acides gras sont de longues chaînes d'atomes de carbone et d'hydrogène, et les animaux ont évolué pour capter l'énergie des liaisons entre les atomes de carbone. Il existe de nombreux types d'acides gras et donc de grâce. À gauche, vous pouvez voir que certains sont très courts, avec seulement 2 ou 3 atomes de carbone par molécule. Des autres sont longs, avec jusqu'à 20 atomes de carbone. Et à droite, vous pouvez voir que des autres différences qui résident dans le nombre de doubles liaisons entre les carbones. En l'absence de double liaison, chaque atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène. Et l'acide gras est alors saturé en hydrogène. En présence d'une seule double liaison, l'acide gras est monoinsaturé, et car il manque un atome d'hydrogène. Et enfin, en présence de plusieurs doubles liaisons, l'acide gras est polyinsaturé. C'est important de savoir que les grasses saturées proviennent principalement des animaux et sont solides à température ambiante, et les grasses insaturées proviennent principalement des légumes et sont liquides à température ambiante. L'huile d'olive et les avocats sont riches en grasses monoinsaturées, et le poisson et la plupart des huiles végétales, comme l'huile de colza, sont riches en acides gras polyinsaturés. Et la nature des grasses polyinsaturées varie également selon la position de leur dernière double liaison. OK. Il est également important de savoir que les grasses stockent 2 fois plus d'énergie par gramme que les glucides ou les protéines, mais présentent un problème majeur du point de vue physiologique. La graisse ne dissolve pas dans l'eau. C'est bien connu. Comme les grasses ne se dissolvent pas dans l'eau, les molécules de graisse présentes dans le sang doivent être transportées par des molécules spéciales appelées lipoprotéines, plus communément appelées cholestérol. La majeure partie des grasses corporelles est stockée dans les cellules spécialisées appelées adipocytes, et nous naissons avec 1 milliard de ces cellules, et à l'âge adulte, nous en possédons entre 2 à 30 milliards. Il y a beaucoup. Alors, comment stockons-nous la graisse? Un voie consiste à consommer des aliments contenant des matières grasses, et notre système digestif compose ces grasses en glycérol et l'acide gras, puis les transporte avec les lipoprotéines vers les adipocytes, et après ça, il diffuse dans les adipocytes. Ça, c'est la première voie. Une autre voie consiste à consommer un excès de glucides, notamment de glucose, qui le foie transforme ensuite en graisse. Le glucose augmente également le taux d'insuline, une hormone qui, à son tour, incite les cellules adipocytes à stocker le glucose et le convertir en graisse. C'est important. Et la voie le plus efficace de stocker les grasses est de consommer des aliments riches à la fois en glucides et en lipides, comme les gâteaux par exemple. Il y a plein de gâteaux ici à Paris. Ces aliments sont particulièrement engraissants car ils augmentent les taux de lipides et de glucose ainsi que le taux d'insuline. L'insuline favorise ensuite le stockage des deux. Et c'est pourquoi les aliments riches en lipides et en sucre sont le plus engraissants. Bien sûr, nous ne faisons pas que stocker les grasses, nous les utilisons aussi. En temps normal, la plupart d'entre nous sommes en état de bilan énergétique, ce qui nous permet de stocker les grasses après le repas principal grâce à l'insuline.
Et nous utilisons ensuite ces grâces lors d'une activité physique ou comme nous sommeil, etc., grâce à d'autres hormones, notamment le cortisol, le glucagon, l'adrénaline et l'hormone de croissance. Mais parfois, nous sommes en état de bilan énergétique positif, qui signifie que nous stockons plus de graisse que nous en dépensons. Il faut dire qu'il y a des données de très haute qualité qui montrent que la plupart des gens prennent environ 1 kg entre Noël et le Nouvel An. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Dans ce cas, on augmente surtout la taille et non le nombre d'adipocytes, qu'il s'agisse de graisse subcutanée ou de graisse viscérale, mais avec des conséquences pour la santé. Et cela nous amène au principe le plus important de la médecine évolutionnaire dont nous avons parlé, la discordance. Pour vous rappeler, si c'est nécessaire, je définis les discordances comme les conditions qui sont plus fréquentes ou plus graves parce que le corps est insuffisamment adapté aux nouvelles conditions environnementales. Discutons de quelques-unes de ces discordances qui est important pour l'obésité. La première discordance arrive quand les cellules deviennent trop larges. Elles s'abîment comme une valise trop pleine, et j'ai vu ça ce matin. Elles s'abîment et ce dommage provoque alors une inflammation déclenchée par les globules blancs du système immunitaire. L'inflammation est une adaptation bénéfique lorsqu'elle est rapide, forte et localisée, comme lorsqu'on se coupe un doigt. Mais l'inflammation de bas grade, qui est chronique et systémique, est malsaine parce que ça provoque dans tout le corps des dommages généralisés à de nombreux types de cellules. Ce qui se passe, c'est que les cellules immunitaires libèrent un certain nombre de molécules qui provoquent des dommages. Il s'agit notamment des messagers chimiques, on les appelle cytokines, qui induisent une inflammation généralisée, des espèces réactives de l'oxygène qui endommagent l'ADN, les protéines, les mitochondries et d'autres structures, et de la libération d'enzymes protéolytiques qui dégradent les cellules et les tissus. Cette inflammation est dangereuse. L'inflammation chronique et systémique due à l'obésité augmente le risque de nombreuses maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, les cancers, maladies métaboliques, démence comme la maladie d'Alzheimer, maladies pulmonaires, maladies rénales, maladies de foie, beaucoup de maladies. Oui? Et un excès de graisse viscérale constitue un déséquilibre particulier car les cellules sont directement reliées au foie par la veine portale, où elles peuvent engendrer des problèmes. De plus, les adipocytes viscéraux sont plus sujets à l'inflammation que les autres adipocytes sous-cutanés. Ils sont plus actifs métaboliquement et ils libèrent plus de molécules inflammatoires. Ce n'est pas bon d'avoir un ventre à bière. Il y a des autres discordances qui incluent plus de stress musculo-squelettique, c'est plus difficile à faire l'exercice, et on est plus susceptible à avoir l'apnée du sommeil, on a des niveaux élevés de certaines hormones comme l'estrogène, et le bien-être psychologique de certaines personnes en souffrent. Dans l'ensemble, l'obésité n'est pas synonyme de bonne santé, mais on peut dire que l'obésité a une grande influence sur la santé. Cette étude montre le risque de mort, ici à l'axis Y, de toute cause dans un large échantillon d'Européens repartis par âge. Et vous pouvez voir les âges différents ici. Notez qu'une personne ayant un IMC de 30, à l'âge de 50 ans, a une chance de mourir 50% plus haute à cet âge qu'une personne avec un IMC de 22. Notez également
que le surpoids a un impact bien moindre que l'obésité. De plus, avec l'âge, l'obésité a un impact moindre sur la mortalité. Malgré les problèmes liés à l'IMC, ces données sont préoccupantes, car l'obésité progresse en France et des autres pays. Si le pourcentage de personnes en surpoids reste stable, on peut voir dès que 1997, 19% des adultes français sont désormais considérés obèses et 17% des enfants français sont en surpoids ou obèses. Comme d'habitude, le problème est pire aux États-Unis, où plus des adultes, 40% sont obèses qu'en surpoids. Et maintenant, c'est un peu étonnant, mais maintenant, 75% des adultes américains sont en surpoids ou obèses. Ça veut dire que seulement 25% des Américains ont une IMC normale. C'est incroyable. Mais plus concernant est que 40% des enfants américains sont obèses ou en surpoids. En quelques respects, l'épidémie d'obésité soulève un paradoxe. Si l'obésité nous rend malades, pourquoi nous sommes si vulnérables? L'explication standard est quand la nourriture est rare ou périodique, nos ancêtres étaient adaptés à privilégier les aliments riches en énergie et à éviter des activités physiques non essentielles. À cause de ça, nous ne sommes pas adaptés aux environnements modernes d'abondance et de confort. Cette explication n'est pas fausse, mais elle est incomplète et elle est trop simple. L'explication plus profonde, et du point de vue de l'évolution, concerne l'énergie. Oui? Parce que nous sommes ici pour transformer l'énergie des enfants. Ça, c'est la règle de la vie pour tous les animaux. Vous souvenez-vous de ma dernière conférence où je vous expliquais comment nous, les humains, savons que nous sommes énergétiquement extraordinaires. En résumé, nous sommes adaptés pour acquérir et utiliser beaucoup plus d'énergie par kilogramme que les autres animaux. Ça c'est le metabolic quotient ici, oui, quotient métabolique. Comparé aux chimpanzés, nous dépensons 11% de calories en plus par kilogramme au repos, 250 de calories de plus par kilogramme pendant l'activité physique et 50% d'énergie totale en plus. À cause de ce coût énergétique élevé de l'activité humaine, nous devons également déposer des réserves énergétiques importantes. Le stockage de graisse corporelle, visible dans cette scan corporelle, c'est comme avoir de l'argent à la banque. En fait, les humains, et vous vous souvenez, ça c'est dans le Louvre, je l'ai vu la semaine dernière. Okay. En fait, je profite de mon visite. Oui, okay. En fait, les humains sont adaptés pour stocker plus de graisse corporelle que les singes et la plupart des autres mammifères. Le pourcentage de graisse corporelle chez les chimpanzés est à peu près 5%, mais chez les chasseurs-cueilleurs, il est 10 à 20% chez les hommes et entre 20 et 25% chez les femmes. Pourquoi? Il y a quelques raisons, mais je vais expliquer 4. Nous avons déjà mentionné que la première raison, qui est que les chasseurs-cueilleurs doivent dépenser beaucoup d'énergie d'être plus actifs, même lorsqu'il manque assez de nourriture. Comme ils ne peuvent pas aller chez Monoprix pour dîner, ils doivent dépenser environ 400 et 900 calories par jour en activité pour obtenir suffisamment de nourriture. Et la plupart de ces calories doivent provenir de graisse corporelle. La deuxième raison d'avoir beaucoup de graisse corporelle est que notre cerveau est énorme et coûteux. Le cerveau ne stocke pas d'énergie, mais on a constamment besoin. Un chimpanzé a besoin de 100 calories par jour pour payer pour son cerveau, mais les humains dépensent environ 400 calories par jour. Et pour éviter la mort,
il faut alimenter le cerveau sans interruption, même en cas de manque de nourriture. Et le seul moyen d'y parvenir est d'avoir des réserves de graisse corporelle. On peut dire qu'avoir de la graisse corporelle, c'est comme avoir un compte d'épargne. Ça, c'est aussi difficile à prononcer. La troisième raison est notre histoire de vie coûteuse. Nos cousins les grands sages ont un intervalle entre les naissances de 5 à 6 ans. Au bout de 6 ans, leurs petits sont suffisamment matures pour se nourrir eux-mêmes. Et qui ici a des enfants de 6 ans qui peuvent se nourrir eux-mêmes? Oui? De fait, les chasseurs-cueilleurs ont un intervalle entre les naissances de 3 ans. Donc, une mère typique a un nourrisson et aussi 2 ou 3 autres progéniteurs dépendantes. Parce qu'elle a besoin de beaucoup d'énergie, elle a besoin de plus de graisse corporelle. Et ça nous amène à une quatrième raison, l'allaitement. Pour une mère moyenne, le coût d'allaitement est environ 600 calories par jour. Et crucialement, elle ne peut pas arrêter à nourrir son enfant avec lait lorsqu'elle perd des poids. C'est une des raisons principales pour lesquelles les femmes ont environ 10% plus de graisse corporelle que les hommes, principalement grâce aux estrogènes. À cause de ces 4 raisons et quelques autres, j'ai proposé l'hypothèse que cette transition énergétique avec plein de graisse corporelle a évolué dans le genre Homo, mais pas chez les autres australopithèques. Pour rappel, les chasseurs-cueilleurs du genre Homo sont plus actifs physiquement, ils ont un cerveau plus grand et une histoire de vie plus coûteuse. Bien sûr, cette transformation a évolué graduellement. J'ai proposé dans mon dernier livre que cette évolution est arrivée par une boucle de rétraction. Le système de chasseur-cueilleur est si efficace pour fournir plus d'énergie qu'il a permis sélection pour investir plus d'énergie dans les cerveaux plus gros, des corps plus gros, plus d'enfants et plus de graisse corporelle. Et ces adaptations, à leur tour, permis aux chasseurs-cueilleurs d'être de meilleurs chasseurs et cueilleurs qui gagnent même plus d'énergie. Et petit à petit, au fil de milliards de générations, nous sommes devenus des gros consommateurs d'énergie avec beaucoup de graisse corporelle. Et cette boucle de rétroaction est visible dans la croissance progressive de taille du cerveau chez le genre Homo. C'est plus que double dans le genre Homo. Et je pense que c'est ainsi que les humains ont évolué pour devenir si efficaces dans le stockage de graisse corporelle, mais nous ne sommes pas finis, parce que jusqu'à récemment, l'obésité était très rare et souvent un signe de prospérité. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelles sont les causes de l'obésité aujourd'hui et est-ce qu'une perspective évolutionnaire peut nous aider à comprendre? Encore une fois, permettez de vous rappeler un principe de médecine évolutionnaire de la première conférence. Les discordances sont souvent le résultat des interactions entre les gènes qui changent lentement et l'environnement qui change considérablement grâce à l'évolution culturelle qui est souvent plus rapide et plus puissante que la sélection naturelle. C'est pourquoi il existe de nombreuses interactions entre les facteurs génétiques, représentés ici en vert, et l'environnement, ici divisé en alimentation, ici en bleu, et autres facteurs en orange. Il y en a évidemment trop pour toutes les aborder, donc parlons de quelques-uns seulement. Et il faut commencer par l'environnement social, car il explique la plupart des variations. Par exemple, un enfant qui grandit dans le sud des États-Unis, comme à Louisiana ou à Alabama, les États comme ça, a plus de 2 fois plus de chances de devenir obèse
qu'un enfant qui grandit dans l'État de Massachusetts où j'habite. Cela, non, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Et cela est dû à de nombreux facteurs, notamment l'accès à une alimentation saine, le statut socio-économique, le stress, l'éducation, la nutrition prénatale et infantile, et bien sûr la culture. Malheureusement, si vous voulez être en bonne santé, la meilleure stratégie consiste à choisir de bons parents dans une communauté riche. Il existe de trop nombreux déterminants sociaux de la santé et de l'obésité pour tous les aborder, mais il est essentiel de parler du stress psychosocial. Ce dernier est souvent lié à la pauvreté, au racisme, aux inégalités et à d'autres facteurs. Le stress entraîne alors une production chronique de cortisol, une hormone à deux effets néfastes. Premièrement, le cortisol stimule la faim, notamment pour les aliments riches en sucre et en matières grasses. Et deuxièmement, il favorise le stockage de la graisse viscérale, plus nocive pour la santé. L'évolution des déterminants sociaux de l'obésité permet d'expliquer pourquoi autrefois le surpoids était un signe de privilège et aujourd'hui ce sont les riches qui peuvent se permettre d'être minces. Les gènes sont aussi importants, mais combien? Beaucoup de gens blâment les gènes en grande partie à cause des études sur les jumeaux qui trouvent que l'héritabilité de l'obésité est élevée entre 30 et 70%. Les gènes sont importants, mais ils ne sont pas un destin. D'abord, les estimations d'héritabilité mesurent les populations par les individus. C'est un point tellement important, permettez-moi de le répéter. Les estimations d'héritabilité mesurent les populations par les individus. Ainsi, les études sur les jumeaux concernant des environnements spécifiques. Par exemple, le pourcentage des Américains obèses a quadruplé depuis 1980. Ce n'est pas à cause de changements génétiques, mais de changements environnementaux. Oui? Et bien fait bien que plus de 1000 gènes aient été trouvés qui sont associés à l'obésité, ces gènes n'expliquent au maximum que 17% de la variation. Et la plupart de ces gènes ont des minuscules effets. Le gène qui a le plus grand effet, FTO, influence l'appétit. Si vous avez une copie de ce gène, et c'est dans toutes les populations, vous êtes susceptible d'avoir plus de faim, de manger plus et de peser environ à peu près 1 kg de plus. 2 copies sont associées avec 3 kg de plus. Mais il y a beaucoup de variations entre individuels et cette gène peut expliquer seulement 1% de la variation TMC en Europe. Donc, oui, les gènes comptent, mais comme nous disons souvent, les gènes chargent le pistolet, mais c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Et j'ai passé peut-être une demi-heure hier à faire cette OK. Et le métabolisme, peut-être pour 5 secondes, oui. Et le métabolisme, peut-être vous connaissez des personnes qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent sans perdre de poids, et d'autres qui grossissent rien qu'en regardant un croissant. Des études montrent que 2 personnes de même taille et de même pourcentage de graisse corporelle peuvent avoir des métabolismes différents de 250 kilocalories par jour. C'est beaucoup. Mais comme les gènes, le métabolisme n'est pas le destin. La science nous montre que nos métabolismes sont variables et dynamiques à cause des hormones et de l'environnement. Une explication est hormonale. Et il existe de nombreuses hormones qui influencent le métabolisme et donc le poids.
L'hormone peut-être le plus important est la leptine, produit par les cellules graisseuses. Quand ces cellules rétrécissent, elles produisent moins de leptine, ce qui pousse le cerveau à stimuler la faim, et la baisse des niveaux de leptine est une raison majeure pour laquelle la faim, liée à perte de poids, est si difficile à surmonter. Il existe d'autres influences environnementales sur le métabolisme qui incluent l'énergie. Si une personne fait un régime et consomme 25 moins de calories, son métabolisme de repos diminue entre 6 et 8%. Et si une personne marche pour 3 heures par jour, comme je fais ici à Paris, pour voir tous les musées, etc., son métabolisme de repos peut être 4 et 5% plus haut le lendemain. Et si on le fait chaque jour, c'est un élevage constant de métabolisme. Un autre facteur intéressant est le microbiome. L'existence des milliards de microbes dans notre intestin a été découverte ici à Paris, à l'Institut Pasteur, par ce gens ici, Elie Metchnikov, qui a remporté le prix Nobel pour la découverte du globule blanc. Metchnikov est un genre très, très, très intéressant. Il a commencé le passion pour la yaourt ici, il faut dire. Metchnikov serait étonné de savoir que ces microbes influencent de nombreux aspects de notre physiologie, y compris le faim, les niveaux d'énergie, la digestion, la fonction immunitaire et plus encore. Les microbes influencent aussi l'obésité. Dans une expérience célèbre, le professeur Jeff Gordon à l'University of Washington a implémenté les microbes de 2 jumelles, l'une mince et l'autre obèse, dans des souris exemptes de germes. Quand il a nourri les souris avec un régime riche en graisse, celles qui avaient reçu les microbes de la jumelle obèse sont devenues obèses aussi. Un autre facteur déroutant est l'exercice. La plupart des gens pensent que l'exercice aide à perdre de poids en brûlant des calories, mais il peut aussi donner faim et pousser à se reposer davantage. Et certains scientifiques pensent qu'il abaisse le métabolisme. Et vous savez, j'ai choisi Boris Johnson parce que je ne peux pas trouver des photos de Donald Trump quand il court. OK. Heureusement, les effets de l'exercice ont été bien étudiés. Et le sujet de mon conférence la semaine dernière. Pour faire court, les niveaux d'exercice minimum, 150 minutes par semaine, ne sont pas très utiles pour perdre de poids, mais des niveaux modestes, 300 minutes par semaine, ou de plus, ça c'est à peu près 40 minutes par jour, le sont. Ce qui est encore plus important, c'est que des doses minimales, seulement 150 minutes par semaine, proviennent de la prise de poids, y compris la prise de poids après un régime. Voici une étude de ma ville natale, Boston, qui montre cet effet sur 160 policiers en surpoids ou obèses. On sait qu'il y a beaucoup de policiers chez moi qui sont obèses. Pendant 8 semaines, tous les policiers ont suivi un régime strict et certains ont aussi fait de l'exercice. Vous pouvez voir que ceux qui faisaient l'exercice ont perdu un peu plus de poids. Mais la grande différence est apparue après le régime parce que les policiers qui continuaient à faire l'exercice après le régime ont maintenu leur perte de poids, tandis que ceux qui étaient sédentaires ont repris les poids perdus. Il y a 2 autres études qui montrent la même chose. Dans mon laboratoire à Harvard, nous étudions pourquoi l'exercice a contribué à prévenir la prise de poids, et 3 mécanismes sont particulièrement importants. Premièrement, l'exercice dépense des calories. Chaque kilomètre de marche coûte environ 60 calories. Deuxièmement, l'exercice modifie la sensibilité de certaines hormones, notamment l'insuline. Et
Et enfin, l'exercice stimule le métabolisme. Et enfin, en parlant de l'alimentation, ce qui est évidemment la cause majeure de l'obésité, c'est bien connu que nous sommes mal adaptés à beaucoup des aliments que nous consommons aujourd'hui. En manger trop provoque plusieurs discordances bien étudiées. Mais l'association de différents aliments avec l'obésité est très controversée. D'après la médecine évolutionnaire, les principaux suspects alimentaires de discordance sont 1. Trop de sucre et d'autres glucides raffinés. 2. Pas assez de fibres. 3. Les aliments ultra-transformés. 4. La taille de portion. Et à cette liste, il faut mentionner 2 autres facteurs débattus. Pas assez de protéines et trop de graisse. Les suspects les meilleurs étudiés sont le sucre et les glucides raffinés. L'explication est le modèle gluco-insulinique, et je suis un des auteurs de ce modèle. L'explication est le modèle. Voici comment ça fonctionne. Lorsque vous consommez de grandes quantités de ces aliments, qui étaient rares avant l'ère industrielle, ils provoquent une augmentation rapide et élevée de l'insuline. À son tour, l'insuline pousse les adipocytes, les cellules de graisse, à stocker les grasses provenant à la fois des glucides et des grasses. Et lorsque les cellules de graisse grossissent, elles absorbent ensuite plus de sucre dans le sang, provoquant l'hypoglycémie qui vous donne de faim de nouveau. Voici une étude célèbre qui a testé le modèle gluco-insulinique. Mon ami et collègue David Ludwig de Harvard Medical School a donné à un groupe d'adolescents 3 repas différents à 3 occasions. Tous les repas avaient le même nombre de calories, mais des ingrédients différents. Le premier petit déjeuner, à indice glycémique élevé, était composé de flocons d'avoine instantanés. Le deuxième, à l'indice glycémique moyen, était composé de flocons d'avoine entière. Et le troisième, à indice glycémique bas, était œufs, bacon et melon. Voici les résultats. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, le petit déjeuner à l'indice glycémique élevé, en orange ici, oui, a provoqué la plus forte augmentation de la glycémie. Sur le graphique du milieu, vous pouvez voir que ce même petit déjeuner a aussi entraîné la plus forte production d'insuline, à peu près 2 fois. Et sur le graphique de droite, le petit déjeuner à indice glycémique élevé a rendu les adolescents plus beaucoup affamés et les a poussés à manger davantage au déjeuner. Le modèle gluco-insulinique prédit que les aliments riches en glucides raffinés provoquent plus de stockage de graisse et plus de faim. Et voici comment fonctionne ce modèle en 6 étapes. Tu commences par la consommation de sucre et de glucides raffinés. 2. Le glucose contenu dans ces aliments fait monter la glycémie. 3. Cela provoque une élévation du taux d'insuline. 4. L'insuline incite le corps à stocker les calories excédentaires sous la forme de graisse. 5. Comme les grasses absorbent davantage de glucose, la glycémie chute en dessous de la normale et cela provoque davantage de faim et donc davantage de nourriture. Le modèle gluco-insulinique explique aussi pourquoi le moyen le plus efficace de stocker la graisse est de consommer des aliments riches à la fois en glucides et en lipides, comme les gâteaux pleins ici dans Paris. Ces aliments sont particulièrement caloriques car ils augmentent les taux de lipides et de glucose, et ainsi que le taux d'insuline. Et l'insuline favorise ensuite le stockage des deux. Et cela donne un tout autre sens au mot de Marie-Antoinette qu'il mange de la brioche. Bien sûr, le modèle gluco-insulinique est plus complexe et j'aimerais en discuter davantage si nous avons le temps, mais veuillez retenir 3 leçons importantes. 1. Les aliments riches en sucre et en glucides raffinés peuvent faire grossir. Les aliments qui
gambine, beaucoup de sucre et de graisse font encore plus grossir et la prise de poids engendre un cercle vicieux. Manger plus de nourriture peut vous faire grossir, mais à la même fois, grossir vous fait manger plus de nourriture. Et c'est important. Le deuxième discordance est un facteur connexe aux glucides raffinés, la fibre, parce que le raffinage élimine les fibres. Et nous avons discuté ça dans lecture 2. Le Français moyen aujourd'hui n'en consomme que 16 grammes de fibres par jour. Mais nos ancêtres consommaient entre 50 et 100 grammes de fibres par jour. Pas assez de fibres est un problème car la fibre abaisse la glycémie, diminue l'appétit, prévient la constipation, nourrit le microbiome et bien plus encore. Une troisième discordance bien étudiée est la taille des portions. Comme la nourriture est devenue moins chère, nous mangeons davantage. Par exemple, un hamburger de McDonald's en 1955 pesait 102 grammes. Aujourd'hui, les différents hamburgers qu'ils vendent pèsent tout plus de 200 grammes et fournissent 2 à 3 fois plus de calories. Peut-être la discordance la plus discutée de nos jours est les aliments ultra-transformés, les AUT. Ils sont partout. La plupart des supermarchés sont remplis des AUT, c'est le cas ici aussi en France, et car ils sont bon marché, attrayants et abondants. Mais certaines études montrent que les AUT sont nocifs. Par exemple, une étude que je montre, qui a suivi plus de 22 000 personnes pour 5 ans, a trouvé que les personnes qui ont mangé 60% de plus des AUT étaient 2 fois plus susceptibles d'être obèses et d'avoir toutes sortes de maladies. Les AUT sont clairement un problème, mais il faut aussi dire que nous ne savons pas encore pourquoi. Est-ce à cause des additifs, du fait de nous mangeons trop ou que la plupart sont malbouffes? Un facteur plus débattu est la protéine. Ces derniers temps, les protéines semblent être à la mode. Les protéines sont rassasiantes et votre corps a besoin d'une certaine quantité de protéines chaque jour. Et si l'on ne mange pas suffisamment, on peut en faire l'expérience de la femme protéique. Cependant, le manque de protéines n'explique pas beaucoup d'obésité parce que la personne moyenne en France consomme bien assez de protéines. Enfin, parlons des grasses. 1 gramme de graisse contient plus de 2 fois de calories qu'1 gramme de glucides ou de protéines. Mais la graisse rend les aliments savoureux et quand on ne mange pas, il faut la remplacer par quelque chose d'autre. Et trop souvent, ce sont des glucides raffinés qui sont très engraissants. Ces dernières années, nous avons appris que l'épidémie d'obésité n'était pas due à une augmentation de consommation de matières grasses. On peut voir de cette étude que montre aux États-Unis le triplement d'obésité depuis les 1980 est mieux corrélé avec l'augmentation de glucides raffinés que celle avec des grasses. La graisse ne peut être si engraissante, mais il y a toujours un débat en cours sur la mesure dans laquelle les grasses saturées doivent provoquer des maladies cardiaques, mais c'est une discussion complexe pour notre conférence, peut-être l'année prochaine. Très bien, voilà un rapide tour d'horizon, mais passons maintenant à la question finale, quoi faire? Est une perspective évolutionniste peut-elle nous aider à l'ère industrielle? À mon avis, un problème est que beaucoup de gens veulent des solutions simples, rapides, expéditives, comme Alexandre coupant le nœud gordien. Mais les problèmes complexes échappent aux solutions rapides et simples. À mon avis, le problème de l'obésité ressemble davantage à Hercule combattant l'hydre. Chaque fois que vous coupez une tête
Deux autres repoussent. Le plus proche que nous ayons aujourd'hui d'une solution miracle, ce sont les nouveaux médicaments GLP-1. Ils sont impressionnants et importants. Pour la plupart des gens, ces médicaments peuvent réduire le poids de 2 à 20% en diminuant l'appétit. Ils ont des autres bénéfices. Les GLP-1 sont une révolution, mais ils ne résolvent pas tous les problèmes. Les principaux enjeux sont, ils ne préviennent pas l'obésité, il faut le prévenir. La femme revient si on s'arrête, c'est comme une ordonnance à vie. Pour certains, il y a des effets secondaires. Et quatrième, et même si on perd du poids, il faut encore choisir une alimentation saine. À finir, que prescrivent la théorie et les données de l'évolution? Je pense qu'il y a 3 principes majeurs. D'abord, nous devons reconnaître que nous n'avons jamais évolué pour faire le régime. À cause de cela, il faut surmonter de nombreuses adaptations qui empêchent la perte de poids, surtout la femme, et un métabolisme ralenti. Donc, la prévention est plus efficace que le traitement, surtout pour les enfants. Deuxièmement, tous les régimes sont difficiles parce qu'ils provoquent la faim. Mais si on peut tolérer la faim, la plupart des régimes tendent à être efficaces si on les suit. Les études montrent que les régimes pauvres en glucides sont un peu plus efficaces des autres, mais les régimes pauvres en graisse et hypocaloriques peuvent aussi réussir. À cause de cela, il n'y a pas de stratégie unique et il n'y a qu'une raison de ne pas combiner les 3 stratégies dans un même régime. Et souvenez-vous, le plus grand problème est la reprise de poids après le régime, souvent à cause de la faim, une adaptation forte, ancienne et difficile à surmonter. Troisièmement, prévenir la reprise de poids après un régime est aussi important que le régime lui-même. Beaucoup d'études montrent que 70 à 80% des personnes suivant un régime reprennent plus d'un tiers du poids dans un an et la majeure partie du reste en 3 à 5 ans. Beaucoup d'experts ont des théories sur ce qu'il faut faire, mais comme Albert Einstein a dit, en théorie, la théorie et la pratique sont identiques, et en pratique, ce n'est pas le cas. Heureusement, nous avons des données provenant de plusieurs études qui ont analysé ce qui fonctionne. Et par exemple, le National Weight Loss Registry a étudié plus de 10 000 personnes qui ont perdu du poids et l'ont maintenu. Et que font-ils? 6 choses. 1. Ils limitent le sucre et les glucides raffinés. 2. Ils mangent principalement des plantes. 3. Ils mangent beaucoup de fibres. 4. Ils évitent les AOT. 5. Ils limitent les aliments riches en gras ajoutés. Et 6. Ils font de l'exercice. Et c'est tout. Et à quoi ressemble ce régime? Eh bien, c'est une assez bonne description du régime méditerranéen avec l'exercice. Avec le régime méditerranéen, on ne mange pas trop de sucre et des glucides raffinés. On mange principalement des plantes. On mange beaucoup de fibres. On évite les aliments ultra-transformés et on limite les aliments avec des matières grasses ajoutées. Et je dirais que cette description est également caractéristique d'autres régimes alimentaires traditionnels non industriels. Par exemple, les régimes traditionnels de l'Asie, de l'Afrique, etc., et des îles Amériques. Bien sûr, il y a beaucoup plus à discuter, mais j'espère que cette brève introduction à la médecine évolutionnaire a été utile et éclairante. Et nous avons commencé avec la théorie, et puis discuté la nourriture, l'exercice et l'obésité. Certes, la mort est inévitable, mais peut-être que la théorie et les données évolutionnaires, ainsi que la science médicale et de bonnes conditions sociales peuvent nous aider à mourir vieux, heureux et en bonne santé. Finalement, je remercie vous, le Collège de France, professeur Hublin,
et mes étudiants et collègues. Et si vous oubliez tout, souvenez-vous d'une seule chose de ces conférences, que rien en biologie, y compris la médecine et la santé, n'a du sens, sauf à la lumière d'évolution. Merci.